Alors, je vais terminer juste sur ce problème, parce que je pense que ça illustre le problème de la complexité de ces CNV. Parce que tant qu'on était dans du monogénique, on se disait, on trouvait une mutation, cette mutation, elle donne la cause de la maladie. Là, on va avoir des CNV qui sont fortement pénétrantes et dont on peut dire qu'elles sont la cause de la maladie, mais on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui sont simplement des facteurs de prédisposition qui vont avoir, comme j'ai parlé de cette odds ratio, qui vont augmenter peut-être par un facteur de 5 ou 10 ou 15 le risque de développer la maladie, mais qui, à elles seules, ne suffisent pas à l'expliquer. Et donc, je vais prendre d'un autre papier d'Evan Eichler, effectivement ce problème qui est complexe sur la causalité. Et là, on descend un peu sur le chromosome 16. On était sur 16p11.2 tout à l'heure. On descend un peu quelques millions de paires de bases plus loin. Et on est en 16p12.1, où on a également une microdélétion qui est un peu plus rare. Et là, vous allez voir ces chiffres. Donc, si on regarde des cas avec déficience intellectuelle ou retard de développement, on en trouve 42 sur 20 000. Vous voyez de nouveau des corps très importantes, donc une fréquence de 1 sur 500. Mais on la retrouve quand même chez des contrôles, 8 sur 15 000. Donc une fréquence qui est que, disons, 4 fois plus faible. Donc le risque relatif est de 4. Donc si on est, je dirais, on dit la déficience intellectuelle, c'est 1 à 2% de la population. Si d'avoir cette délétion augmente par un facteur de 4, on va se trouver quelque chose à 7 ou 8% de risque d'avoir une déficience intellectuelle. 7 ou 8%, on est quand même loin, je dirais même, d'une pénétrance incomplète. Ce n'est qu'un facteur de risque important. Chez les schizophrènes, vous voyez qu'on trouve 3 sur 3000, ce qui est en fait pas significativement différent de ce qu'on trouve chez les contrôles. Donc là, on va se dire, on ne sait même pas s'il y a un lien vraiment entre la schizophrénie et la présence de cette microdélétion. Alors, comme quand on fait ce type d'analyse, on explore tout le génome, Evan Eichler s'est posé la question, est-ce que chez ceux qui ont cette délétion et qu'on a trouvé dans des cohortes avec déficience intellectuelle ou avec retard de développement, est-ce qu'on trouve quelque chose d'autre sur le génome? Et sa conclusion, c'est que, alors, ce qu'il a dit, comme c'était le type d'analyse, c'était cette recherche de CNV, il s'est dit, je vais prendre comme critère, est-ce qu'on a trouvé une deuxième anomalie suffisamment grande, parce que des anomalies, on en trouve partout, ou plutôt des variations. Nous sommes tous variables, si on vous analyse en CNV, on va trouver des petites délétions, des petites duplications. Par contre, des choses qui font plus de 500 kilobases, ça, c'est beaucoup plus rare et c'est en général plus souvent pathologique. Donc, il se pose la question, est-ce que je trouve une deuxième CNV chez les cas par rapport au contrôle, chez les cas qui ont cette délétion? Et ce qu'il trouve, il trouve cette deuxième CNV chez 10 cas sur les 42, donc 24%, et alors que s'il prend des contrôles, quelle est la probabilité de voir une CNV de plus de 500 kilobases, on ne la trouve que dans moins de 5% des cas. Donc, il en tire que la probabilité, quand on a une déficience intellectuelle ou un retard de développement et une délétion 16p12.1,
la probabilité qu'on a une deuxième CNV est augmentée par un facteur de 6. Et ceci donne souvent, d'ailleurs, alors ce qu'il dit, c'est un phénotype clinique qui est assez variable d'un cas à l'autre, avec y compris, par exemple, dans 33% des cas, des anomalies congénitales cardiaques, de l'épilepsie dans un tiers des cas, dans un cinquième des cas, une surdité, etc. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, mais chez des patients, finalement, dont, dans un certain nombre de cas, en tout cas, on trouve non seulement ceci, mais associé, donc dans 25% des cas, avec une deuxième CNV. Mais la deuxième CNV, c'est ce qu'on voit, c'est ce il s'est donné, cette limite. Il y a beaucoup d'autres choses dans le génome qui sont peut-être associées. Et d'autre part, ce qu'il a... Attendez, c'était peut-être... non. Ah oui. Je vous avais dit qu'un des critères qu'on utilise souvent pour savoir si c'est pathologique ou pas, bien que ça ne soit pas un critère absolu, c'est est-ce que cette délétion est survenue de novo, c'est-à-dire que les parents sont censés être sains, ne l'ont pas, et l'enfant l'a. Eh bien, dans ce cas-là, cette microdélétion est transmise dans 22 cas sur 23. Il y a seulement un cas sur 23 qui est de novo. Donc on va se dire, ça prouve que ce n'est pas très pathologique. Ça va d'ailleurs avec cette odds ratio qui n'est que de 4. Ce n'est pas très pathologique. Seulement, il est allé un peu plus loin. Il s'est dit, est-ce que les parents qui ont transmis cette anomalie, est-ce qu'ils sont complètement sains? Et en comparant avec l'autre parent qui n'a pas transmis. Et il s'aperçoit que le parent transmetteur a 6 fois plus de difficultés d'apprentissage, de dépression ou d'épilepsie que le non-transmetteur. C'est-à-dire que le parent transmetteur, dans beaucoup de cas, il était déjà un peu limite ou avait des problèmes, mais en général moins graves que le cas index. Donc le cas index est plus atteint que le parent transmetteur. Pourquoi? Parce que de toute façon, on fait ce type d'analyse, en tout cas en diagnostic, parce qu'on a des enfants qui ont une atteinte sévère. Quand vous avez quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas moi, qui a pour le moment une dépression à l'âge de 40 ans, pour le moment, on ne lui fait pas un examen de CGH arrêt. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'il y a déjà probablement un effet phénotypique, mais qui est plus subtil de cette délétion, y compris chez le parent transmetteur, et que l'article, c'est a two-hit model. Ça veut dire que pour qu'il y ait l'expression clinique, cette délétion est un événement et il faut un deuxième événement pour qu'il y ait l'expression clinique. Et ce deuxième événement, ça peut être une deuxième CNV, mais ça peut être autre chose. Et là, je vais vous... alors, ce qu'il a fait dans cet article, qui est vraiment très bien, il a pris toute une série de syndromes microdélétionnels, dont des syndromes qui sont bien connus, le syndrome de Williams, le syndrome 22q11 dit George, cette délétion 15q13.3, etc. Et analyse sur 20 à 25 000 cas, donc cas, c'est toujours en général anomalies de développement, retard mental ou éventuellement les autres expressions cardiaques de ces... quelle est la proportion d'observation chez les cas? Quelle est la fréquence, quelle est la proportion d'événements de novo? Donc vous voyez, ici c'est toujours de novo, 3 sur 3, 7 sur 7, 5 sur 5. Là, ça commence à être partiellement de novo, donc en partie transmise, mais c'est quand même assez fortement. Et puis là, vous en avez 22q11 de duplication. Vous voyez, dans 21 cas, c'est transmis, et dans 2 seulement de novo. Là, 23 sur 23 cas, un seul de novo et 23 transmis. Et donc, c'est le pourcentage de novo. Et là, maintenant, il va regarder dans combien de cas je trouve un second hit.
et vous voyez qu'ils trouvent plus souvent de second hit chez les cas qui ont ces anomalies qui ne sont pas complètement pénétrantes et qui sont souvent transmises. Donc, l'interprétation, ici, vous avez des anomalies qui sont à elles seules suffisantes pour être causales de la maladie. C'est une anomalie très bien connue, dit George, Williams, Smith-Magenis. Vous avez une délétion dans cette région, vous exprimez ce syndrome. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et puis, ici, vous avez des anomalies qui sont plus souvent transmises, et donc plus souvent transmises d'un parent normal ou qui paraît à peu près normal, d'accord ? Et comme ça a été observé chez des cas, donc chez des patients, eh bien, on a plus de chances d'observer en même temps une deuxième anomalie. Et donc, la conclusion, c'est que le pourcentage de second hit, de deuxième événement de type CNV, est inversement corrélé avec le pourcentage d'événements de novo. Si c'est toujours de novo, c'est que c'est suffisant pour entraîner la maladie. Et sinon, on a probablement besoin d'un second hit. Alors, bien que là, on ne va pas être dans le retard mental, c'est un article qui est paru la semaine dernière, mais que je trouve extrêmement intéressant, de second hit pour une anomalie très particulière qui est le syndrome TAR. TAR, c'est thrombocytopénie. Thrombocytopénie, c'est une diminution du nombre de plaquettes. Donc, c'est des gens qui vont avoir ou des enfants qui vont avoir des troubles de coagulation parce qu'ils n'ont pas suffisamment de plaquettes et de mégacaryocytes, qui sont les précurseurs des plaquettes. Et puis, une anomalie du développement des membres, qui est l'absence, en général, de radius. Donc, c'est une combinaison très bizarre, parce que vous ne voyez pas quel est entre le développement des membres et le nombre de plaquettes et le développement la différenciation des mégacaryocytes qui sont les précurseurs des plaquettes, on ne voit pas très bien le rapport. Comme je vous avais dit qu'à partir des années 2005, pour tout ce qui était anomalie congénitale, etc., non expliquée, ces syndromes, c'était un syndrome qui, cette association était quelque chose de rare, mais qui était bien connu. Puis c'est vraiment frappant, si vous voulez, pour un clinicien, de trouver un gosse qui a une anomalie comme ça de développement des membres, et notamment des bras, et avec cette anomalie thrombocytopénie, c'est vraiment tout à fait curieux. Et donc, en 2007, un groupe de Berlin avait montré que chez 30 patients qu'ils avaient analysés par CGH-arrêt, ils trouvaient, donc par ces techniques, une délétion de 200 kilobases chez tous les patients. Délétion hétérozygote, c'est-à-dire qu'il y avait un des chromosomes qui était non délété et l'autre chromosome qui portait cette délétion de 200 kilobases qui contient une dizaine de gènes, 8 à 10 gènes, présents chez tous les patients. Seul problème, c'est dans 3 quarts des cas, c'était hérité d'un parent qui avait les délétions et qui n'avait pas le phénotype. Donc, comme c'était chez tous les patients, ça prouvait que cette délétion était nécessaire, mais elle n'était pas suffisante. Donc, ça c'était en 2007, et pendant 5 ans, on se demandait, mais qu'est-ce qui explique cette association et il doit y avoir un deuxième événement, puisque les parents transmetteurs n'ont strictement rien, et comme dit, vous avez ici le phénotype. Vous voyez que le phénotype, il est difficile de passer à côté. C'est phénotype. Alors, l'anomalie des membres peut être plus ou moins importante. Dans certains cas, vous voyez, ça c'est même de la phocomélie, c'est-à-dire qu'il y a carrément ni bras ni avant-bras. Vous voyez, mais c'est quand même des choses très, très impressionnantes. Et donc, le papier, il y a une semaine,
Alors, au début, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose d'autre part dans le génome. Un autre gène muté, autre part, il faut les deux ensemble, le second hit. Et ils font une analyse de la séquence de tous les gènes, ce qu'on appelle la séquence d'exome, de tous les gènes chez 5 patients. Ils ne trouvent pas de second hit autre part dans le génome. Par contre, ils trouvent chez 53 des 55 patients analysés un variant soit dans la partie ce qu'on appelle 5' untranslated, c'est au début du gène, mais ce qui ne code pas encore pour la protéine, soit dans le premier intron, un variant rare, mais qui est quand même présent dans la population normale. C'est-à-dire, ce variant 5' UTR, il est trouvé dans 3% de la population normale, une fréquence de 3%. En fait, c'est une fréquence allélique de 3%, ça veut dire que 6% de la population est porteur d'au moins un allèle avec ce variant. Donc, ce n'est pas rarissime. Il y a certainement une ou deux personnes parmi vous porteuses de ce variant. Le deuxième variant intronique, il est plus rare, mais sa fréquence allélique est quand même de 0,43%. Donc, en principe, c'est des choses qui sont trop fréquentes dans la population pour être pathologiques. D'accord ? Et pourtant, alors qu'ils s'aperçoivent que, donc, sur 55 cas analysés, sur 53 cas analysés, voilà, il y en a 51 qui ont la délétion dont je vous avais parlé, en rouge, et 39 des 51 ont ce variant dans l'extrémité 5', 12 ont le variant dans la région chromosomique, et puis ils ont trouvé, d'autre part, 2 patients qui avaient aussi cette anomalie, enfin ce variant, ce n'est pas une anomalie puisque c'est présent dans la population en 5' UTR, là-bas, mais qui n'avaient pas de délétion, mais qui avaient une mutation inactivant l'un des 10 gènes de cette région. Ce qui leur permettait de dire qu'en fait, le gène qui est responsable de l'anomalie, c'est ce gène RBM8A. Parce qu'il suffit d'avoir une mutation dans ce gène pour avoir le même effet que la délétion de toute la région de 200 kilobases. Et par analyse de ces régions génomiques, je n'irai pas dans le détail, ils ont pu dire que ces 2 variants qui sont présents, je l'ai dit de nouveau, c'est des variants qui sont présents faiblement, mais qui sont présents dans la population normale, que ces 2 variants correspondent à des régions qui sont des régions de régulation de ce gène RBM8A. Et si vous voulez un certain nombre d'expériences maintenant expérimentales d'analyse de régulation, je vais peut-être passer, ont montré que ce variant-là, qui est donc dans une région régulatrice de la protéine telle qu'elle est définie par ce type d'analyse, ce type d'analyse détecte quelles sont les régions régulatrices par les modifications d'histones qui sont présentes dans cette région, dans la chromatine. Cette modification augmente l'affinité pour un facteur régulateur de type répresseur. Donc, si vous augmentez l'affinité de la région pour un répresseur, vous allez diminuer l'expression. Le variant en rouge, au contraire, diminue l'affinité, apparemment, pour des facteurs de transcription de type activateur. Résultat des courses, c'est qu'ils ont pu diminuer. L'un ou l'autre de ces variants diminue l'expression de ce gène. Et maintenant, on comprend quel est le deuxième mythe. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont la délétion, les parents des enfants atteints, et qui n'ont rien, alors que les enfants atteints ont ce très fort
phénotype, c'est qu'en fait, finalement, c'est une maladie pseudo-récessive, où vous avez besoin d'avoir les deux allèles mutés. Mais si vous avez deux allèles mutés qui ne permettent aucune expression du gène, c'est probablement létal. Ce gène est impliqué dans un contrôle de la maturation des ADN et du métabolisme des ARN, pardon, du métabolisme des ARN messagers. Donc c'est quelque chose qui a une importance fondamentale. Et il avait déjà été montré sur des analyses sur des modèles animaux que si ce type de complexe, exon junction complex, est absent, c'est complètement létal pour l'organisme. Mais donc, ce qui va se passer, la délétion qu'on avait trouvée, la délétion de 200 kilobases, en fait, son effet finalement, c'est d'inactiver, de déléter une copie de ce gène. Donc, vous avez 50% d'expression. 50% d'expression, vous n'avez pas d'expression clinique. Mais si sur l'autre allèle, vous avez quelque chose qui baisse l'expression, mais qui ne l'annule pas, vous n'êtes pas à 0%, vous êtes peut-être à 10 ou 20%, et 10 ou 20%, ça vous donne une expression clinique spécifique. Donc, c'est un exemple, si vous voulez. La délétion, c'est ce qu'on voyait facilement. Et puis, il suffit que de l'autre côté, vous ayez un variant qui, lui-même, pourrait être considéré comme non pathologique parce que présent dans la population normale, mais quand il est face à la délétion, ça baisse suffisamment l'expression du gène pour avoir le phénotype pathologique, alors que, par exemple, si on avait la délétion à l'état homozygote, là, ça ne serait pas compatible avec probablement même le développement d'un embryon. Donc, vous voyez cette histoire que, finalement, vous avez une interaction entre ces grandes anomalies et peut-être des petites anomalies ou des variations qu'on pourrait considérer comme non pathogènes. Et c'est ça, peut-être, qui peut expliquer une partie de cette variabilité de l'expression. Alors, je crois que malheureusement, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de temps. Je ne vais peut-être pas parler du séquençage à haut débit et d'exon DVO. Décidément, ça veut dire qu'il faudra que je fasse un autre cours là-dessus. Mais je vais peut-être mettre ce graphique qui est paru récemment dans Nature Neuroscience, puisque toutes ces anomalies génétiques liées notamment, par exemple, à la déficience mentale, mais aussi à l'autisme, enfin pas toutes, mais une proportion assez importante d'entre elles, touchent à des protéines qui sont présentes à la synapse. Et on peut se dire qu'effectivement, donc, des anomalies du fonctionnement ou de la plasticité synaptique peuvent être des choses qui vont favoriser des anomalies cognitives ou des anomalies de type autisme ou même des anomalies de type schizophrénie. Mais ce qui était troublant, c'est que finalement, on trouvait les mêmes mutations, les mêmes anomalies dans les trois types d'expression clinique. Alors pour la schizophrénie, les données sont encore pas aussi solides que pour les autres, mais et donc comment expliquer que les mêmes anomalies entraînent finalement ce qui est quand même, au point de vue clinique, a l'air d'être des choses assez différentes. Et on se retrouve devant un peu une illustration de ce que je vous avais dit sur le second hit, que cette anomalie peut interagir peut-être avec des variations génétiques communes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en elles-mêmes pathologiques, mais qui vont moduler l'expression, du type que je vous ai montré pour ce TAR syndrome. La délétion est clairement pathologique. La variation trouvée
qui modifie l'expression se retrouve dans la population générale, donc n'est pas clairement pathologique, mais l'interaction des deux entraîne une pathologie. Mais évidemment, ces variations génétiques sont différentes d'un individu à l'autre. Et puis ensuite, on a aussi l'épigénétique. L'épigénétique, c'est donc la manière dont des modifications, soit de l'ADN par la méthylation, soit des protéines de la chromatine, permettent ou non l'expression des gènes. Et ça, c'est un domaine énorme de la biologie actuelle. Et cette épigénétique, elle peut varier. Elle est aussi soumise à influence de l'environnement. Les hormones ont des effets sur l'épigénétique. L'expérience, on peut avoir aussi des effets épigénétiques. Des effets de l'environnement, ça c'est toujours une possibilité. Des possibilités d'événements stochastiques, c'est-à-dire vraiment le hasard, qui vont faire qu'à partir d'une même anomalie, vous allez avoir une trajectoire au cours du temps qui va finir par déboucher, par exemple dans ce cas-là, sur un phénotype de type autisme, ou plus tardivement sur un phénotype de type schizophrénie. Donc vous avez ici des anomalies génétiques au départ, mais qui ne sont pas complètement causales, et en tout cas pas causales spécifiquement du phénotype, mais qui, en entraînant une modification de l'homéostasie au niveau du cerveau, et en interaction, si vous voulez, avec ces variations génétiques, avec l'épigénétique, avec l'environnement, vont conduire à des expressions cliniques qui ont l'air tout à fait différentes. Alors, donc, ceci fait que nous avons maintenant cette... si on regarde un peu la génétique de ces anomalies, on a des mutations très rares qui ont un effet très fort, donc qui peuvent être dites comme causales, nécessaires et suffisantes. On est dans le domaine du monogénique. En ce qui concerne l'autisme ou la schizophrénie, les variations communes telles qu'elles sont analysées par des techniques de Genome-Wide Association, ça ne donne pas des résultats très impressionnants, mais ce qui est, semble-t-il, très important, ces événements rares, ces CNV, ces mutations, c'était prévu d'en parler, mais comme dit, je suis toujours un peu en retard, qui ont des effets relativement forts, mais peut-être pas à eux tout seuls, et donc soit des combinaisons, soit d'interactions avec l'environnement, mais surtout des combinaisons, vont faire que ça va passer effectivement au pathologique. Alors, je veux... et donc, si vous voulez, décidément, oui, non, excusez-moi, je suis en train d'essayer de retrouver, puisque la chose que je voulais vous montrer... c'est... décidément... Ah, voilà. Et d'autre part, que finalement, les phénotypes qu'on appelle retard mental ou autisme, etc., sont des phénotypes qui peuvent être communs à plusieurs types d'anomalies différentes et avec un effet qui, du point de vue des réflexions sur
la manière de traiter peuvent être importantes, c'est qu'on s'aperçoit que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne homéostasie, parce que pour beaucoup de ces régions, on s'aperçoit que d'avoir une délétion ou d'avoir une duplication, que ce soit pour la région 22q11, que ce soit pour la région Prader-Willi, que ce soit pour la région autour du gène MECP2 qui est associé au syndrome de Rett, d'avoir une seule copie n'est pas bon, d'avoir 3 copies n'est pas bon non plus, et donne quelquefois, même si, alors à chaque fois, vous voyez, ce qui est commun entre délétion et duplication, c'est ce qui est ici au milieu. Ce qui est plutôt présent dans la délétion, c'est ce qui est là. Ce qui est plutôt présent dans la duplication, c'est ce qui est là. Donc, vous n'avez pas le même phénotype entre délétion et duplication, mais vous pouvez avoir des choses communes, et dans ces choses communes, c'est la déficience intellectuelle, c'est les problèmes de comportement, c'est souvent l'autisme, donc, qui sont finalement des phénotypes relativement non spécifiques qui témoignent d'une anomalie d'homéostasie au niveau du système nerveux. Alors, là aussi, un papier récent qui est important, parce que, comme je l'avais dit, on aimerait, pour ces maladies, on découvre des causes génétiques, on aimerait maintenant traduire ceci en possibilité de traitement. Et un des exemples que c'est peut-être possible, c'est quelque chose dont on avait parlé l'an dernier, pour le retard mental avec X fragile, qui est une des causes les plus fréquentes de retard mental génétique. À partir de l'identification du gène, à partir de modèles animaux qui reproduisent la déficience de ce gène, soit chez la souris, soit chez la drosophile, a pu être identifié des anomalies de la signalisation par des récepteurs glutamate, a permis de tester dans ces modèles animaux des antagonistes de ces récepteurs glutamate montrant des effets précliniques intéressants et suffisamment intéressants pour convaincre de grandes boîtes pharmaceutiques comme Novartis ou comme Roche de faire des essais cliniques sur le retard mental à X fragile. C'est un essai clinique qui s'est passé entre le groupe avec Novartis et le groupe de Vincent Desportes à Lyon et de Sébastien Jacquemont à Lausanne, avec des résultats qui ont été publiés l'an dernier, j'allais dire intéressants, pas encore extraordinaires, mais suffisamment intéressants pour convaincre en tout cas Novartis de faire un deuxième essai plus long sur plus de patients. Donc, c'est très intéressant. Mais on pouvait être surpris, si vous voulez, qu'une grosse boîte comme Novartis, qui jusque-là ne s'intéressait qu'aux maladies très communes, s'intéresse à l'X fragile, qui est quand même une maladie qui est relativement peu fréquente, puisque ça touche un patient, un garçon sur environ 4000. Ça fait quand même probablement environ 10 000 malades en France, donc ce n'est pas si rare que ça. Mais enfin, jusqu'à présent, ce n'était pas ce genre de cible que les grandes industries pharmaceutiques auxquelles elles s'intéressaient. Et là, on peut se poser la question, finalement, ils ont changé. Alors, peut-être une partie, c'est que les maladies rares commencent à intéresser plus les grandes firmes pharmaceutiques parce qu'elles ont de plus en plus de difficultés à faire des nouveaux médicaments efficaces pour les maladies communes. Ça, c'est une possibilité. Mais aussi, et en discutant, ils se disent que si on peut montrer que ça marche pour une forme de retard mental souvent associée avec l'autisme, qui est l'X fragile, peut-être que ça pourra marcher aussi
sur les autres formes d'autisme, puisque finalement, il y a la même expression clinique. Donc si on peut montrer que c'est utile pour l'X fragile, peut-être qu'on pourra avoir non pas une thérapeutique juste pour l'X fragile, mais une thérapeutique pour d'autres formes d'autisme. Et là, il y a un papier qui est très intéressant, qui est paru en décembre 2011 par Marc Baer. Marc Baer, c'est lui qui avait, sur les souris modèles pour l'X fragile, montré qu'il y avait cette anomalie de la plasticité synaptique traduisant une anomalie de la signalisation glutamatergique. Et donc, Marc Baer, dans ce papier, il se dit, voilà, il y a une autre maladie génétique qui est la sclérose tubéreuse de Bourneville, tuberous sclerosis, qui, comme l'X fragile, est assez fréquemment associée à un phénotype autistique. D'autre part, on savait, vu le rôle des protéines qui sont impliquées qui sont mutées dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, que ça touche sur des mécanismes de régulation de la synthèse protéique, un peu comme l'X fragile. Assez différent, mais enfin, finalement, ça ressemble. Donc, il s'est dit, voilà, on a deux anomalies associées à des syndromes différents, mais qui convergent vers des anomalies de la synthèse protéique et qui entraînent, chez une fraction des patientes, des phénotypes de type autistique. Est-ce que les mécanismes sont les mêmes et qu'à ce moment-là, on pourrait traiter de la même manière l'autisme lié à la sclérose tubéreuse de Bourneville et l'autisme lié à l'X fragile. Et donc, comme c'est des maladies monogéniques, il a des souris qui sont des modèles de sclérose tubéreuse de Bourneville, des souris qui sont modèles d'X fragile. Il les compare, et notamment en électrophysiologie. M. Marc Baer est un grand spécialiste de la plasticité synaptique, et notamment de cette variété de plasticité synaptique qu'on appelle la long-term depression, le fait que certaines synapses, quand elles sont stimulées, leur activité va ensuite diminuer, c'est ce qu'on appelle la long-term depression. Vous voyez, on stimule et on a une diminution ensuite de l'activité de la synapse qui dure assez longtemps, vous voyez, plus d'une heure. Et on voit que pour les souris X fragiles, la dépression est plus forte, donc on dit que la LTD est augmentée, il y a plus de dépression. Et pour les souris avec l'anomalie de la sclérose tubéreuse, au contraire, la long-term depression est diminuée, c'est-à-dire qu'il y a moins de dépression. Ça se compare ici. Les souris normales pour la LTD, les souris X fragiles, si l'on veut, avec déficit en FMR1, ont plus de LTD. Les souris avec sclérose tubéreuse de Bourneville ont moins de LTD. Et si on croise les souris sclérose tubéreuse de Bourneville avec les souris FMR1, finalement, on normalise. C'est voulu, une anomalie normalise l'autre. C'est une manière, évidemment, de... Mais ce qui est intéressant, c'est par contre, dans un système de test comportemental, là, on est vraiment l'analyse de la fonction synaptique. Dans un phénotype de test comportemental où on teste, est-ce que les souris reconnaissent dans un environnement, est-ce qu'il est familier ou il est nouveau, parce qu'elles réagissent de manière différente à la nouveauté qu'à ce qui est familier. Et un des problèmes de l'autisme, d'accord, c'est d'avoir un problème, de vouloir faire des comportements répétitifs parce qu'on n'aime pas la nouveauté. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par rapport à ce test, vous voyez, dans une souris wild type, ce qu'on appelle le freezing, c'est une réaction comportementale en face d'un environnement familier et d'un environnement nouveau. Vous voyez la différence pour une souris normale. Et pour la souris FMR1 ou la souris sclérose tubéreuse, il y a beaucoup moins de différence. Quand on fait le croisement, on rétablit la différence. Donc, ce qu'il dit dans son papier, M. Marc Baer,
c'est que finalement, ici, nous avons soit chez l'homme, soit même chez la souris, des anomalies comportementales qu'on pourrait être qualifiées de similaires, sauf qu'au niveau, en tout cas, de ces anomalies au niveau du fonctionnement synaptique, qui sont liées à la signalisation glutamatergique, elles vont dans des sens opposés. Et donc, il en déduit que si on traitait l'autisme de patients avec sclérose tubéreuse de Bourneville de la même manière qu'on traite l'autisme chez les patients X fragiles, peut-être, en tout cas c'est donné sur la... irait dans des directions qu'on risquerait peut-être d'empirer le phénotype. Donc c'est sa conclusion. Donc c'est que des thérapeutiques qui sont faites pour corriger une cause d'autisme, Autism Spectrum Disorder, ne seront peut-être pas efficaces sur toutes les autres causes, et même, dans certains cas, pourraient être délétères, parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est une anomalie d'homéostasie, et trop peu ou trop, c'est pas bien, mais si vous avez trop peu, vous allez vouloir donner un médicament qui permet d'augmenter une fonction, mais si vous donnez ce médicament à quelqu'un qui a le trouble de comportement parce qu'il a trop de fonctions, ça risque d'empirer. Donc, si vous voulez, c'est un des problèmes, c'est que la convergence, je dirais, phénotypique d'abord, elle est liée en partie au fait que nous définissons le phénotype d'une manière assez grossière. Le phénotype de déficience intellectuelle, c'est quand même un phénotype grossier. Même l'autisme, on avait vu, c'est une définition qui recouvre des tas de choses différentes. Et donc, on s'aperçoit par la génétique que vous avez des choses très, très, très différentes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, pour ces myriades d'anomalies génétiques qu'on est en train de trouver, ces centaines et ces centaines de causes différentes, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Et alors là, je voudrais quand même, notamment, parce qu'il y a une personne dans la salle qui s'intéresse tout particulièrement à ces aspects, j'aimerais, si je peux avoir 10 minutes, je voudrais, décidément, parce que je n'arrive pas à... J'arrive pas à retrouver. Excusez-moi, j'ai un petit problème, j'arrive pas à bouger. Voilà. Je voudrais présenter des idées un petit peu iconoclastes sur ce qu'il faudrait peut-être pouvoir faire. Voilà. Si vous me laissez une dizaine de minutes. Donc ça, c'est une dia que je vous avais déjà montrée pour dire cette délétion CSP11.2 ou duplication par rapport à des choses aussi évidentes que le comportement alimentaire, il a fallu 2 ou 3 ans pour s'en apercevoir, alors que c'est vraiment quelque chose qui devrait être presque évident, et que ça fait partie des anomalies parmi les plus fréquentes qu'on peut trouver comme cause. On n'est pas dans les choses ultra rares. L'autre chose qui m'avait, je dirais, frappé, dans le deuxième papier sur la duplication de Sébastien Jacquemont, pour pouvoir faire ce très beau papier, ils ont pu analyser 108 porteurs de la duplication. Mais pour pouvoir analyser 108 porteurs de la duplication, ils ont dû s'adresser à 109 institutions différentes et il y a 180 co-auteurs sur le papier. Pourquoi? Parce que, comme c'est quand même assez rare, chaque endroit avait éventuellement
juste un patient qu'on pouvait analyser. Et donc, ils ont dû d'ailleurs recruter quelqu'un simplement pour gérer toutes les relations entre les co-auteurs, etc., et pour pouvoir, au moment de la soumission du papier, parce que chacun doit dire qu'il est d'accord avec le papier, c'est tout un travail. Et ça, c'est pour une duplication fréquente. Et d'autre part, on a, ça c'est ce que j'aurais voulu vous présenter, mais on a une centaine de gènes sur le X qui sont responsables de retard mental. Un seul papier du groupe de Ropers a rapporté 50 nouveaux gènes qui sont responsables de retard mental récessif. Donc, ça veut dire qu'on va avoir probablement plus de 1000 gènes ou causes de déficience intellectuelle ou d'autisme. Et comment est-ce qu'on va décrire pour chaque gène ou pour chaque événement de type microdélétion, microduplication, les caractéristiques cliniques associées, l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire est-ce que c'est progressif, est-ce qu'il y a des choses qui vont être associées, est-ce que par exemple il y a fréquemment des anomalies cardiaques associées, c'est important à savoir, est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques particuliers, quelle est la sévérité, quelle est la pénétrance dans ce que je vous ai raconté sur 15q13.3, cette délétion. Vous voyez qu'on n'est pas encore tout à fait sûr de quel est vraiment l'effet de cette délétion, bien qu'il y ait déjà plein de papiers qui soient publiés là-dessus. À chaque fois, c'est sur des petits groupes de patients. Dans la population contrôle, même s'il y a des choses qui ont été faites, ce n'est pas suffisant pour avoir vraiment une idée de la pénétrance. Or, la pénétrance, c'est important de savoir. La pénétrance, quand vous parlez, par exemple, le risque de récurrence, si la pénétrance elle est de 5% ou si elle est de 50%, ce n'est pas tout à fait la même chose. Plus difficile encore, dans tous ces gènes, quand on va trouver des mutations qui inactivent complètement le gène, on saura les interpréter. Mais quand on va trouver des variants faux sens qui changent un acide aminé, comment interpréter l'effet ? D'autre part, les familles pour lesquelles il y a ces anomalies, elles sont souvent très intéressées d'entrer en contact avec d'autres familles pour essayer d'échanger. Ça consiste en quoi, cette maladie ? Quels sont les problèmes de comportement ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire ? Donc, si vous voulez, ça c'est quelque chose pour l'ensemble des maladies génétiques dans les 20 dernières années. Ça a été extrêmement important d'avoir des groupes, des associations de familles spécifiques de maladies où les gens puissent échanger ces données, c'est ce qu'on peut faire, comment ça se passe, et puis aussi collaborer avec les chercheurs. Parce que c'est de cette manière, avec ces associations de malades, qu'on peut constituer des cohortes qui permettent de faire de la recherche sur le phénotype clinique de ces maladies, sur éventuellement tous ces aspects. Mais la question, si on a 1000 causes génétiques qui peuvent être impliquées dans le retard mental, ça va être difficile d'avoir 1000 associations, et en plus, non seulement 1000 associations en France, mais 1000 associations en Belgique, 1000 associations en Suisse, 1000 associations en Italie. Donc, c'est un problème. Alors, maintenant, et par rapport à ce que je vous ai raconté des travaux de Marc Baer, par exemple, disant que ce qui marche peut-être pour l'X fragile c'est basé sur la souris, donc pourrait ne pas marcher pour la sclérose tubéreuse de Bourneville, mais on sait que pour toutes ces maladies, les neuropédiatres ou les psychiatres essayent de faire des traitements symptomatiques du comportement. La question, est-ce qu'il y a une interaction entre la thérapeutique et la cause précise ? Par exemple, on sait, puisque j'ai parlé un peu de schizophrénie, que pour la schizophrénie, je dirais, pour 50% des malades, on a des molécules qui marchent raisonnablement bien.
mais 50% des malades, ou 30%, ne réagissent pas. Et donc souvent, la thérapeutique en psychiatrie, on teste une molécule, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, on en teste une autre. La question, est-ce que ça marche mieux ou moins bien chez des patients qui ont telle ou telle anomalie précise? C'est quand même quelque chose qui serait intéressant. Est-ce qu'il y a des molécules qui seraient à éviter en fonction de l'anomalie génétique ou pas? Ou est-ce que finalement ça reste 50%, quelle que soit l'anomalie génétique? Et comment recruter les cohortes de patients pour des essais cliniques? Recruter les cohortes de patients pour l'X fragile ou même pour la trisomie 21, c'est déjà qui sont des maladies fréquentes. Recruter des cohortes de patients homogènes avec des critères d'âge, des critères de sévérité, etc., c'est déjà un effort substantiel. Si on est dans des choses beaucoup plus rares, ça va être beaucoup plus difficile et on va, je dirais, pas avoir l'argent pour réunir ces cohortes. Sauf éventuellement si on a une idée type phénylcétonurie tellement évidente en fonction du gène qui est atteint, on se dit tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire le traitement, on fait un modèle souris qui montre que ça marche, et si c'est du noir et blanc, on pourra. Alors, il y a une réponse que mes collègues font la plupart du temps, c'est qu'il faut faire des bases de données, et on demande de l'argent pour faire des bases de données, pour faire des cohortes qui permettent effectivement d'analyser ces questions. Et ces cohortes sont à l'instigation des généticiens, des psychiatres, des neuropédiatres, etc. Mais c'est des gens qui sont évidemment très occupés, qui n'ont pas toujours, pour chaque patient, le temps, à la fin de la journée, ils ont déjà eu une longue journée de consultation, de rentrer les données, et puis pour chaque patient, il va y avoir une cohorte. Tiens, ça c'est la cohorte des malades avec déficit dans la protéine SYNGAP. Ça va être la cohorte où la base de données pour les patients qui ont une délétion CESP11.2, etc. Donc, d'autre part, la plupart de ces médecins, ils ne voient pas les patients très souvent, sauf s'ils les traitent. Disons, le psychiatre voit effectivement le schizophrène plus fréquemment parce qu'il le traite. Mais dans la déficience intellectuelle, ceux qui voient les patients, c'est les éducateurs, ce n'est pas les médecins. On voit le patient une ou deux fois pour faire un diagnostic, mais après on ne le voit plus. Donc on ne va pas suivre ce patient pour savoir l'histoire naturelle. Et puis, c'est tellement rare toutes ces choses-là qu'une base de données française, pour une anomalie donnée, ça ne va pas être très utile parce qu'on ne va pas en avoir suffisamment. Donc, il faudrait faire des choses internationales. Donc, ma proposition, qui est un peu iconoclaste, mais je pense mérite d'être discutée, c'est que ceux qui ont le temps et l'intérêt de remplir des informations cliniques et qui ont vraiment envie de pouvoir se connecter à d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes ou dans la famille, c'est alors, pour le cas de la déficience intellectuelle, ce n'est pas vraiment les patients, mais c'est les familles des patients. Parce que eux, effectivement, c'est leur fils ou leur fille, ou leur frère, et ils ont cet intérêt, évidemment, tout à fait personnel. Et puis, ils ne voient pas 20 patients par jour différents, ou 12 patients différents, ils voient le même tout au long de l'année. Donc l'idée, et il y a quelques modèles, c'est qu'il faudrait faire des bases de données qui soient des bases de données de type réseau social, et où ça soit les familles qui rentrent les données et pas les médecins.
Alors, ça peut paraître choquant parce qu'on se dit, mais les familles ne connaissent pas suffisamment la médecine, le vocabulaire, etc. Pour que ça soit utile, ça sera plein de choses fausses, ça ne servira à rien, parce qu'effectivement, quand c'est contrôlé par les spécialistes, il y a une grande rigueur de rentrée des données. Encore que cette rigueur, elle n'existe pas toujours, mais enfin bon. Et donc, il y a aux États-Unis 2 exemples qui montrent qu'on peut faire de la recherche sur des maladies rares ou même moins rares, non pas à partir des données que fournissent les cliniciens, mais à partir des données que fournissent les patients ou les familles des patients. Et bien que finalement on peut se dire que ces données que fournissent les patients et les familles de patients indirectement viennent des médecins, parce que c'est quand même à un moment un médecin qui a fait un diagnostic. Mais sur, par exemple, le comportement, finalement, même quand on a une famille avec autisme, on demande à la famille de cocher est-ce qu'il a des colères fréquentes, est-ce qu'il veut toujours faire les mêmes choses, etc. Finalement, c'est la famille qui coche, ce n'est pas le neuropédiatre qui va voir une fois l'enfant. Et donc, je vais vous donner 2 exemples. Un, c'est un réseau social qui s'appelle Patients Like Me, qui compte maintenant 125 000 adhérents, toutes pathologies confondues. Mais c'est quelque chose qui a été fondé par 2 ingénieurs du MIT, 2 frères, dont le 3e frère a eu cette maladie neurodégénérative très grave qui s'appelle la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie en général qui tue en 1 à 2 ans pour la plupart des formes. Et je crois que le frère avait 27-28 ans, et ils se sont dit, mais il n'y a pas quelque chose à faire. Il est ingénieur du MIT, puis ils s'aperçoivent, oui, il y a des chercheurs, mais ils ont dit, ça n'a pas l'air d'être très efficace sur ce qui se fait sur cette maladie, bien qu'il y a quand même beaucoup de recherches. Et ils ont créé ce réseau social au début basé sur la sclérose latérale amyotrophique, en créant, avec l'aide évidemment de médecins, des questionnaires basés sur des questionnaires qui sont utilisés en clinique, sur l'évolution de la maladie, sur la sévérité de la maladie, etc. Donc, chaque personne, chaque famille, peut rentrer les données, peut répondre à des questionnaires qui permettent de suivre au cours du temps l'évolution de la sévérité. Ça, c'est en fait ce frère-là où on voit la sévérité, puis il est décédé à ce moment-là, donc là, ça s'est arrêté, sur toute une série de critères, sur aussi les molécules, les médicaments qu'il a pris, pendant combien de temps. Ça, c'est pour avoir ces données, un médecin, il va devoir passer 1 ou 2 heures, et puis en plus, s'il ne le fait pas tous les mois, ils vont abuser. Ah oui, il a pris à tel moment telle ou telle molécule, mais pendant combien de temps, on ne se rappelle plus. Là, on a quelles sont les molécules qui ont été prises, quels sont les équipements, puisque, par exemple, aide respiratoire, quels étaient les symptômes, etc. Et avec ça, ils ont même trouvé moyen de faire un essai clinique. Parce qu'il y avait eu un papier qui était paru dans une très bonne revue, enfin en principe très bonne revue, Proceedings of National Academy of Science, qu'on appelle PNAS, qui disait que le lithium ralentissait la progression de la sclérose latérale amyotrophique. C'était un papier qui était basé sur un petit nombre de malades. Et évidemment, dans la communauté, vous savez, c'est une maladie tellement atroce, puisque c'est des gens qui sont quand même très lourdement handicapés et avec, effectivement, en général, une mort quasi certaine dans l'espace de 2 ou 3 ans. Évidemment, les malades, les familles sont à la recherche de choses qu'ils pourraient tester. Alors le lithium, c'est une molécule qu'on ne peut pas prendre comme ça à la légère, parce que c'est une molécule qui est utilisée contre la psychose maniaco-dépressive, par exemple.
et il y a des effets secondaires qui peuvent être très importants, donc il faut faire très attention, donc on ne peut pas le prendre sans prescription médicale. Et ils se sont dit, dans Patients Like Me, on veut savoir est-ce que ça marche vraiment ou pas. Ils sont arrivés à recruter 149 patients qui ont accepté ou qui souhaitaient prendre cette molécule sous contrôle médical, mais sous contrôle de leur neurologue ou de leur médecin généraliste, etc. Et 450 contrôles qui sont des patients SLA qu'ils ont matchés pour avoir des courbes d'évolution de la maladie similaires entre les patients et les contrôles. C'est-à-dire que pour chaque patient, vous aviez 3 contrôles avec une progression aussi identique que possible, etc. Donc, ça veut dire 600 malades pour une maladie qui n'est pas rarissime, mais qui n'est quand même pas très fréquente. Vous voudriez faire ça par le modèle essai clinique normal, ça met à peu près 4 ans pour faire, et ça coûterait je ne sais pas combien de dizaines de millions de dollars. En plus, pour le lithium, ça n'intéressera probablement personne parce que le lithium, ce n'est pas une molécule qui sont très chères. Donc, ils ont pu faire cet essai sur 12 mois de traitement et conclure qu'en fait, il n'y avait strictement aucun effet du lithium. Mais je trouve que c'est un modèle intéressant parce qu'il montre qu'avec un type de réseau social de cette manière, avec évidemment un contrôle, il faut pouvoir une intervention et un contrôle médical, mais ça a permis de faire hors des circuits normaux, de manière très rapide, une étude publiée dans une revue prestigieuse, Nature, mais pas Nature Medicine, pas le New England, pas une revue médicale, c'est Nature Biotechnology. L'autre exemple, il y a une boîte américaine qui fait beaucoup parler d'elle, et en France, elle est considérée un peu comme le diable, qui est 23andMe, qui fait du direct-to-consumer diagnostic. C'est une boîte américaine qui est issue de Google, en fait, puisque celle qui dirige cette firme 23andMe, c'est Anne Wojcicki, qui est la femme d'un des 2 créateurs de Google. Et donc, ils font des tests génétiques sur des gens qui sont leurs clients, qui payent pour se faire le test génétique. À ces clients, ils disent, est-ce que vous voulez participer à la recherche et donnez-nous des éléments cliniques sur d'ailleurs, quelquefois aussi sur des traits, et ils moulinent les résultats génétiques avec les informations cliniques données par les patients. Ils ont, dans un papier précédent, montré que pour ce qu'on appelle les études d'association, ils répliquent tout ce qui a été publié par des études de type académique standard qui coûtent des dizaines de millions d'euros. Ils répliquent à peu près tout ce qui a été publié dans la littérature. Et là, c'est un exemple pour la maladie de Parkinson. Ils sont arrivés à recruter 3400 cas de maladie de Parkinson. Ils ont 30 000 contrôles. Les 30 000 contrôles, c'est les gens qui ont payé pour se faire génotyper par 23andMe. Parce qu'autrement, quand vous faites une étude de type académique, vous devez payer 300 ou 400 euros par contrôle que vous allez génotyper. Donc là, c'est les gens qui ont payé pour. Et ce qui montre dans ce qui est publié dans une excellente revue, PLOS Genetics, c'est qu'ils répliquent toutes les associations qui ont été publiées sur la maladie de Parkinson avec ces risques relatifs odds ratio qui sont absolument très similaires à ce qui était publié, plus publié donc c'est pour 20 previously discovered, et ils en trouvent 2 nouvelles. Donc, et ça, c'est avec des données qui n'ont pas été entrées par les médecins, c'est des données qui ont été rentrées
par les patients. Donc, c'est effectivement une chose que je suggère qu'on pourrait, en tout cas, réfléchir à cet aspect, c'est de faire des réseaux sociaux pour la déficience intellectuelle, où les familles, ou éventuellement les labos diagnostiques sur demande de la famille, pourraient rentrer les données de la génétique selon des nomenclatures standardisées. Les familles rentreraient les données cliniques initiales selon des modèles et des échelles générales. Il pourrait y avoir des données anonymisées qui pourraient être circulées entre les familles avec la même anomalie, et donc elles pourraient décider ou non si elles veulent. C'est ce que fait 23andMe pour ce qu'ils appellent les potential relatives. J'aimerais rentrer en contact avec vous. Si la personne ne souhaite pas rentrer en contact, on ne sait même pas quel est son email, on ne connaît pas son nom. Mais si elle souhaite rentrer en contact, ça marche. Donc ça permettrait d'avoir, je dirais, des micro-réseaux, des micro-associations de familles. Et puis, avoir un système où les professionnels pourraient avoir accès à ces données anonymisées pour éventuellement proposer de nouvelles études qui pourraient être screenées par un board, par des instances de contrôle où il y a des scientifiques, des cliniciens et des familles, pour pouvoir faire ces études pour, je ne sais pas, trouver 40 patients avec une anomalie du gène SYNGAP1. Ça se traduit par quoi du point de vue comportement? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes d'anomalie? Est-ce qu'ils réagissent si leur médecin leur a donné tel ou tel médicament symptomatique? Est-ce qu'ils ont réagi dans un bon sens, ou au contraire, est-ce que ça a été catastrophique et qu'il a fallu arrêter ce médicament? Je pense que c'est la seule manière, face à probablement 1000 causes différentes de retard mental, de peut-être pouvoir arriver à progresser, parce que si on attend qu'à chaque fois il y a un groupe clinique qui fasse le même effort qui a été fait pour CSP11.2 en essayant de contacter 100, 200 ou 500 collègues, on épuisera vite les troupes. Voilà, donc je pense que c'était sur ceci que je voulais m'arrêter. Et je prie de m'excuser d'avoir été un peu plus long que d'habitude. Merci.